Bonsoir et bienvenue en direct de la HEIGVD ici à Yverdon-les-Bains. Bonsoir Martha Lillet. Bonsoir. Vous êtes la directrice recherche et développement. On va parler de transfert technologique, du concept au marché, c'est le titre de cette soirée. On va avoir plein d'exemples différents justement de ce transfert. Comment est-ce que le savoir, les découvertes d'une haute école peut aller dans le marché et dans les startups. Quels sont les buts de la soirée? Qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble ce soir? Martha. Alors, le but de la soirée est justement de montrer, de partager les activités de R&D. C'est une vitrine pour nos activités. Ça nous permet de montrer ce qu'on fait, comment on fait, les missions de notre activité R&D. Et il y a plein de projets concrets qu'on va traverser. Il y aura des capsules de tous ces projets. Il y aura la possibilité aussi pour vous, le public, de vous connecter après avec les porteuses et porteurs de ces projets, les chercheuses et chercheurs, et vous allez pouvoir discuter, leur poser des questions. Ça va se faire dans des sessions Teams. C'est pour ça qu'en dessous du player vidéo où vous suivez cette soirée, il y a différents liens et vous allez pouvoir rejoindre les différentes équipes selon vos intérêts, selon vos questions, selon vos curiosités, en cliquant sur ces liens tout à l'heure. Mais on vous expliquera ça. On aura aussi une keynote tout à l'heure de Alizée de Tonac, la CEO de Seedstar, qui nous parlera aussi d'innovation. Oui, qui nous parlera d'innovation et l'entrepreneuriat technologique dans les marchés émergents. La première capsule qu'on va regarder, c'est la vôtre, Martha Lillet. Oui. Ça permet de poser également le cadre. Non, plus d'enthousiasme, c'est la vôtre. Ça permet aussi de poser le cadre de cette soirée. On vous regarde et on se retrouve en direct dans un instant. La recherche appliquée et développement, la R&D, est une des missions principales de la HEIGVD. Mais pourquoi? Pourquoi une haute école devrait avoir une activité de recherche et développement? D'abord, pour l'enseignement, un professeur actif dans la R&D va forcément être au courant des derniers développements dans son domaine. Il pourra facilement intégrer l'état actuel de sa matière, voire même des fois des développements à venir dans ses enseignements. Cet objectif d'enseignement nécessite l'implication de tous les professeurs. Donc, c'est une mission pour la HEIGVD, mais c'est aussi une mission pour chaque professeur qui doit intégrer une part de R&D et une part d'enseignement dans son travail. La deuxième raison pour cette mission est liée à la croissance économique. Des projets de R&D réalisés avec des partenaires du tissu socio-économique stimulent et soutiennent l'innovation et donc la croissance économique de la région. Et pour cet deuxième objectif, la HEIGVD est très bien adaptée. Les professeurs ont ce que nous appelons un parcours dual, avec plusieurs années au sein d'une autre école pour les études, mais aussi des fois pour une activité de recherche et développement. Ils ont aussi un parcours métier en dehors du monde académique. Et ce parcours en dehors du monde académique donne à nos professeurs une grande sensibilité pour l'innovation et aussi pour les contraintes et besoins de nos partenaires. Un deuxième facteur, c'est nos équipes de R&D. Chez nous, l'essentiel de l'activité de R&D est réalisé par les équipes formées de professeurs et d'assistants qui ont déjà un diplôme au moins de bachelor et souvent de master, voire même de doctorat. Ce sont donc des équipes professionnelles qui réalisent les projets de R&D chez nous. Nous avons une grande expérience de R&D et aussi des financements pour autour des 20 millions par année pour nos projets de R&D. Nous avons aussi la grande satisfaction de voir de nombreux produits et de services sur le marché qui intègrent les résultats des projets de R&D réalisés chez nous. Cette grande expérience nous permet de soutenir nos partenaires, bien sûr avec nos compétences scientifiques et techniques, mais aussi avec notre expérience en montage et réalisation de projets. Nous pouvons aussi être de bons conseils sur les financements et le mode de collaboration avec nous. On a en effet plusieurs façons de financer des projets. Pour le partenaire très pressé, le mandat direct s'impose. C'est le partenaire qui vient financer le projet lui-même. C'est ce que je compare avec la voiture de course. Rapide, performante, mais quand même chère. À l'autre extrême, nous avons le travail de bachelor, un projet d'étudiant, beaucoup plus petit, un projet exploratoire qui nécessite peu ou pas d'investissement. C'est le vélo électrique
de la RA&D. Mais pour la plupart de nos partenaires, ce qui convient, c'est un projet subventionné où ce serait le canton ou la confédération qui prend en charge beaucoup des coûts de ce projet. C'est la voiture familiale de la RA&D, aussi un véhicule performant. Et pour rester dans les véhicules performants, nous avons une activité dans les assemblages mécaniques. Notamment, nous travaillons avec un fabricant de voitures de Formule 1 et en optimisant les assemblages mécaniques, nous peaufinons la performance de cette voiture de course Formule 1 pour notre partenaire. C'est un exemple parmi tant qui montre que la RA&D à la HEGVT est proche de l'application et aussi à la pointe de la technologie. Peut-être, Martha Lillé, une question qui nous vient ici, et je pense que c'est une question qui vient souvent du côté du marché, du côté des entreprises, de celles et ceux qui collaborent avec vous. La différence entre une université et une HES dans le cas de transfert de technologie, de transfert de savoir, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité à l'HEUG par rapport à une université? Alors, une haute école universitaire, c'est beaucoup plus dans la recherche fondamentale. Quand on cherche des nouvelles connaissances, mais qui vont au sujet des fondements des phénomènes. Il y a aussi une activité de recherche appliquée quand on cherche des nouvelles connaissances dans un but ou un objectif défini. Alors, chez nous, dans une HES, on est dans les recherches appliquées aussi et aussi dans le développement. Donc, le développement, on prend des connaissances existantes et on va vers la mise en fabrication ou le lancement d'un nouveau produit ou un service. Donc, c'est clair que les deux se recouvrent, mais les universités, c'est plus fondamental et les HES, beaucoup plus appliqué et développement. On va avoir plein d'exemples de projets concrets. Peut-être juste un mot sur les domaines d'expertise, parce que vous nous avez donné une idée de... Vous arrivez à nous donner un peu les grands domaines d'expertise? Vous avez comme ça des titres de domaines en R&D ici? Oui. Alors, on a beaucoup de différents instituts. On regroupe nos activités dans 5 domaines de compétences clés qui répondent aux enjeux de société de ces temps, les grands enjeux. Donc, ça, on est actif dans l'énergie, dans territoire et mobilité, numérique, production industrielle et modèle d'affaires, et aussi société et santé. Donc ça, c'est les grands domaines qui nous intéressent. On va plonger dans un secteur qui est très secret. Et on a beaucoup de chance de pouvoir avoir des informations parce que c'est un secteur qui normalement est recouvert effectivement de plein de secrets. Un secret qui vaut cher en général, c'est l'horlogerie. On va là avoir un exemple concret de projet pointu dans lequel vous travaillez avec le secteur de l'horlogerie. Tout à fait. C'est un projet avec Christophe Clary pour une montre qui coûte, me semble, près de 250 000 francs quand on l'achète. Donc, c'est des jolis bijoux pour les hommes, n'est-ce pas? Et puis, on a vraiment la chance de pouvoir partager ce projet avec vous. Très bien, on le regarde ensemble. Il y a quelques années, nous avons été contactés par un horloger de la région qui souhaitait étudier un nouveau concept pour l'affichage de l'heure. Il souhaitait utiliser 2 tubes positionnés de part et d'autre de la montre avec des billes à l'intérieur, l'une affichant l'heure et l'autre affichant les minutes. Les billes doivent être entraînées sans contact mécanique avec la montre. Les horlogers ont absolument horreur des champs magnétiques qui sont susceptibles de perturber certains composants dans la montre et par voie de conséquence la chronométrie. Alors il a fallu faire un petit dispositif magnétique qui canalise bien le champ magnétique pour attirer les billes dans les tubes à l'extérieur de la montre, et ce circuit magnétique canalisant le champ fait en sorte qu'à l'intérieur de la montre, il n'y a pas de champ magnétique perturbateur. Les dimensions horlogères font que la taille des aimants est relativement petite, donc la force d'attraction entre les billes et les aimants est limitée, ce qui fait que si on secoue très brutalement la montre, les billes peuvent se désolidariser du champ magnétique et tomber au fond du tube. A priori, on pourrait croire que c'est ennuyeux, mais en pratique, pas tellement, parce que finalement, pour remettre à l'heure, il suffit de bouger le poignet et les billes se réalignent sur le champ magnétique, ce qui donne un côté magique à l'affichage de l'heure. Je dois dire que pour nous, professeurs dans le domaine académique,
C'est passionnant de pouvoir travailler sur des projets avec des manufactures horlogères où finalement on est impliqué depuis l'idée, sur toute la phase de conception, mais aussi jusqu'à la commercialisation. Aujourd'hui, la manufacture Claret propose plusieurs variantes de cette montre qui est appelée Extreme One. Voilà, un premier exemple de projet. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions très techniques, très pointues ou en lien avec ce que vous venez de voir, vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure dans les Teams. Et puis si vous avez des questions plus générales sur l'école, le transfert de technologie et de savoir-faire, vous pouvez le faire dans le chat qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Là, on a eu un exemple concret de contribution qui est presque plus que de la science. Là, on a de la beauté, la science est au service de quelque chose d'autre, non, Martha Lillet? Tout à fait, tout à fait. Comme j'ai dit, c'est vraiment des bijoux pour l'homme, c'est une élégance, une beauté dans les mécanismes. C'est vraiment des objets qui sont super perfectionnés. Nous pouvons venir avec des petits ajouts au niveau display, des fois des matériaux, donc c'est des apports ponctuels, mais qui permettent de donner quelque chose de nouveau à ces beaux objets. On va parler maintenant de la transition énergétique. J'imagine que c'est un enjeu sociétal, social, essentiel dans ce que vous faites ici dans le transfert de savoir-faire. Tout à fait. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Il faut répondre oui, là, oui. Et c'est très motivant pour les chercheurs ici. On a plusieurs équipes qui sont très actives dans ce domaine. Et là, on va voir un projet où il s'agit du bois à brûler, puis une ressource d'énergie durable. Ok, encore un projet concret qu'on regarde ensemble. Alors l'objectif du projet était de développer un système qui est capable de mesurer en continu le contenu énergétique de plaquettes forestières, dans le but d'approvisionner des installations. Si on regarde du côté du mazout, quand on se fait livrer du mazout, on reçoit un ticket qui correspond à un certain nombre de litres, on connaît le pouvoir énergétique, on sait quelle est la quantité d'énergie qui a été livrée brute avant l'installation. Si on regarde dans le domaine de la combustion de plaquettes forestières, la situation est différente. Le fournisseur livre des plaquettes, sur la chaudière on installe un compteur de chaleur, et finalement le fournisseur de plaquettes il est payé en fonction des kilowattheures qui sont produits par la chaudière. Donc ce n'est pas ce qui est contenu dans ces plaquettes forestières, mais c'est ce qui sort de la chaudière. Ça correspond un petit peu à si vous alliez dans une station d'essence, vous faites le plein, vous allez faire un tour, puis vous revenez à la station d'essence pour payer au kilomètre parcouru. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lien direct entre l'énergie que vous avez consommée puis celle que vous payez. C'est un lien avec des kilomètres. C'est la même chose pour une chaudière à plaquettes forestières. La manière de faire à l'heure actuelle a des défauts. Le premier défaut, il est au niveau de la qualité des plaquettes. Celui qui fournit des plaquettes, il a envie qu'on le paye le mieux possible. Ça veut dire qu'il est tributaire de l'entretien de la chaudière. Si elle n'est pas bien faite, il ne va pas recevoir beaucoup d'argent pour ses plaquettes. Celui qui achète ses plaquettes, lui, il ne veut pas avoir de problème sur sa machine. Donc il veut avoir des plaquettes de bonne qualité, mais le fournisseur pourrait lui en donner de mauvaise qualité pour s'en débarrasser parce qu'il les a à bas coût. Puis finalement, le troisième problème, c'est que l'un et l'autre sont captifs. Vu que c'est un compteur de chaleur, on ne peut pas changer de fournisseur. En gros, ce qu'il fallait, c'était développer une installation qui soit à même de mesurer ce contenu énergétique en continu à l'instar de ce qu'on fait pour le mazout. Il faut se baser finalement sur les particularités du bois, les spécificités du bois. Le bois, son pouvoir énergétique, il dépend essentiellement de sa masse, de sa teneur en eau, donc son humidité, et puis aussi de l'essence du bois, mais dans une très faible mesure. Donc si on veut bien, il fallait développer une installation qui soit capable de mesurer l'humidité et la masse en continu de plaquettes forestières qui sont sur un tapis roulant. Mesurer le débit massique du bois, ce n'est pas un problème, il existe dans l'industrie des rouleaux pesants qui sont utilisés de manière standard et qui ont une précision suffisante. Pour l'humidité, c'est là où se situait le défi. Mesurer en continu un flux de plaquettes sur un tapis roulant, c'est difficile. Donc on a mis en œuvre deux technologies de mesure pour déterminer laquelle des deux était le mieux appropriée. C'est des technologies de mesure qui sont aussi utilisées dans l'industrie, mais pas pour ce genre d'application. Une est basée sur une mesure infrarouge, sans contact, de la surface des plaquettes, donc on a idée de quelle est l'humidité de la surface, mais pas de l'intérieur des plaquettes, et l'autre est une technique basée sur les ultrasons, où on mesure à l'intérieur des plaquettes, mais il faut impérativement avoir un contact entre le capteur et la plaquette. Les essais dans le terrain ont montré que finalement c'était le capteur infrarouge qui était le plus performant, qui permettait d'avoir une précision finalement de mesure qui était tout à fait similaire à un compteur de chaleur qu'on monte sur une chaudière.
L'habitude du groupe thématique de compétences bioénergie, c'est finalement d'être au service du tissu industriel local. Donc quand on a une idée, on développe quelque chose, après on s'approche des industriels locaux pour leur proposer. On l'a proposé à un fabricant de machines dédié au bois, on l'a proposé aussi à un fournisseur de plaquettes qui était très intéressé, et puis à 3 finalement, on a monté une espèce de consortium de projets financé par le FEI qui nous a permis de faire un premier développement d'une installation. À la fin, on a eu un résultat qui était très intéressant du fait que l'installation était capable de mesurer avec une grande précision. Finalement, on a induit un cercle vertueux parce que le bois est une ressource, si on veut bien limitée, précieuse dans le contexte de la transition énergétique. Et puis, le fait de maintenant mesurer le contenu énergétique fait que tout le monde va utiliser mieux le bois. Celui qui les fournit va fournir des meilleurs produits, puis celui qui les consomme va faire attention de mieux les valoriser parce qu'il paye pour ça. Ce projet il continue avec les mêmes partenaires. On en a rajouté un, c'est un exploitant de chaudière en plus, qui vient compléter finalement la chose. Puis ce projet est financé à l'heure actuelle par le Fonds suisse pour le climat et l'OFEN encore. Le but étant d'amener ça sur le marché. Martha Lillet, là on voit bien un exemple qui optimise des ressources naturelles. On est vraiment dans les défis du réchauffement climatique, etc., d'une meilleure utilisation des ressources. En quoi ça c'est un facteur de motivation pour l'équipe qui travaille ici et qui va ensuite transférer au marché? En quoi ça booste peut-être ici l'innovation? Je trouve que c'est énorme. Les gens qui travaillent ici sont très engagés. Ils travaillent, c'est un très grand travail qu'ils fournissent, beaucoup au-dessus de ce qu'ils doivent faire. Ils sont super engagés, ils font les heures, et ils sont donnent à fond pour pouvoir amener les choses et apporter une contribution. Ce genre de défi, c'est particulièrement motivant pour une équipe de chercheuses et chercheurs. Oui, c'est sûr. Hein. On passe du coq à l'âne, hein. C'est le but, c'est qu'on voit la diversité des projets. Donc on passe vraiment d'un secteur à l'autre, d'une application à l'autre. Là, on va plonger dans les horloges atomiques. C'est quoi comme projet qu'on va voir en 2 mots? Alors c'est un projet très technique, trouver une solution pour une petite partie d'une nouvelle famille d'horloges atomiques, le four à césium. D'accord, on regarde à quoi ça ressemble. Le constat de départ qui est à l'origine du projet que je porte aujourd'hui, c'est que dans les EMS, personne n'a vraiment envie d'y être. Si on interroge les personnes âgées en leur demandant comment ils se projettent dans leur avenir, pour eux, aller en EMS, c'est vraiment la fin de leur vie. Pour ce qui est des collaborateurs qui travaillent dans ces EMS, souvent on imagine bien que pour rien au monde, ils aimeraient être eux-mêmes des habitants dans ces EMS ou même y envoyer leurs propres parents. Pourquoi on a ces difficultés ? Parce que finalement, les EMS déjà sont issus du milieu hospitalier, puisque c'est quand les hôpitaux ont décidé qu'il fallait faire sortir les personnes âgées qui étaient de longue durée dans les hôpitaux que les EMS ont été créés, et donc ils ont emporté ce système médical et hospitalier. Par ailleurs, la manière d'accompagner les résidents, elle est souvent calquée sur l'organisation du travail, comme c'est le cas dans les hôpitaux, ce qui crée beaucoup de rigidité sur les temps, le moment du lever, du coucher, les toilettes, etc. Et il y a très peu de liberté de la part des résidents. Et puis, l'autre point, c'est le mouvement de rationalisation qui existe depuis des décennies dans le domaine de la santé, qui a pour objectif de diminuer les coûts et qui contribue à déshumaniser en fait les modalités d'accompagnement au sein des EMS. Il y a beaucoup d'établissements en Suisse romande et dans le monde entier qui mettent en place diverses stratégies et divers modèles. Dans le canton de Vaud, la Fondation Saphir a décidé depuis quelques années de mettre en place une stratégie dans laquelle l'idée c'est que les habitants d'un EMS doivent y être chez eux. Et ce modèle, finalement, n'est pas spécialement nouveau et récent, puisque aux États-Unis, depuis plus de 20 ans, il existe un mouvement qui s'appelle le Culture Change et qui, justement, développe des approches de ce type-là. Ces approches, en fait, elles ont comme caractéristique de vraiment essayer de remettre au centre de ces établissements la liberté des habitants. Et ça s'appuie sur des petites équipes agiles qui peuvent être flexibles et évoluer dans les prises de décision très rapidement, et sur une fluidité des rôles,
Par exemple, une employée qui travaille à la cuisine peut tout à fait être amenée à accompagner une habitante qui souhaite se promener si elle est au bon endroit au bon moment et que ça fait sens qu'elle le fasse à ce moment-là. Dans ce projet, notre équipe de recherche a été associée depuis le début à la réalisation de la gestion du changement pour la mise en œuvre d'un nouvel établissement. En effet, la Fondation Saphir a décidé de développer cette stratégie dans un établissement pilote pour pouvoir voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas avant de dupliquer. Et on a fait autour de l'ouverture d'un établissement qui s'appelle Montchoisy et qui a ouvert le 1er mars 2021. Pour ça, on a obtenu un financement de la Fondation Lénart pour évaluer notamment l'impact sur la qualité de vie des habitants de cette nouvelle façon de travailler, afin derrière d'imaginer de pouvoir diffuser en Suisse romande ces résultats. De la même façon qu'aux États-Unis, quand ce mouvement a émergé, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont évalué finalement l'impact des nouvelles façons de travailler et ça a débouché sur une nouvelle loi qui a imposé finalement cette manière de mettre en œuvre l'accueil dans tous les établissements aux États-Unis. D'abord à court terme, dès l'ouverture du nouvel établissement, il y a eu de très belles choses qui ont émergé. Par exemple, des personnes qui ont cessé de prendre des médicaments pour dormir, d'autres qui ont retrouvé le plaisir de jouer aux cartes le soir, de faire des choses un peu finalement assez naturelles. En ce qui concerne les résultats préliminaires de notre recherche, ils mettent en avant plusieurs aspects. On a observé plus d'autonomie et d'engagement de la part des collaborateurs. Et en ce qui concerne les habitants, ce qu'on observe, c'est qu'ils apprécient effectivement d'avoir une plus grande liberté d'action. Et ça, on le voit par comparaison avec des établissements qui fonctionnent de manière plus traditionnelle. Ce genre de projet, c'est vraiment un changement en profondeur dans les représentations des personnes qui travaillent et ça fait changer de manière radicale les manières de travailler. Et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Le projet dure sur 18 mois. On est à peu près à la moitié aujourd'hui. Et il faut encore du temps pour avoir des résultats vraiment tangibles, et ce d'autant plus que la pandémie a un impact à la fois à travers l'absentéisme et à travers le fait qu'elle impose un système de contraintes fort dans un modèle qui justement se veut plutôt libérant. Parmi mes projets de recherche, c'est un projet de cœur parce qu'il y a un vrai impact social, tangible et à court terme. Et puis, c'est aussi intéressant parce que ça apporte beaucoup d'éléments concrets que je peux ensuite utiliser dans la formation continue. Je suis responsable d'un master. Ça me permet d'apporter des éléments de changement positif aux participants de ce master, mais aussi des éléments de vigilance sur les problématiques qu'on peut rencontrer quand on se lance dans une stratégie de ce type. On a bien compris que ça n'avait absolument rien à voir avec les horloges atomiques. Tout à fait. Mais on va y venir. Ce projet est quand même particulièrement intéressant. Là, c'est de l'agilité, c'est ça? Tout à fait. C'est la professeure Desmarais qui travaille beaucoup dans l'agilité organisationnelle. Donc, pas une gestion de projet agile, mais une organisation agile en elle-même. Et donc, elle anime la fabrique de l'agilité. Okay. Et je crois que c'est la RTS qui fait partie aussi de cette association, la fabrique de l'agilité. Tout le monde est agile. Et tout le monde Ou tout le monde essaye d'être agile. Tout le monde essaie d'être agile. Et là, ils échangent des pratiques pour devenir de plus en plus agile. Et là, ce que je trouve très beau, c'est l'agilité, une organisation agile pour mieux servir les besoins des résidents de l'OMS. Et puis, franchement, moi, je trouve qu'on se doit vraiment de mettre tout en œuvre pour pouvoir proposer les meilleures conditions pour les personnes qui ont contribué toute leur vie à la société. Maintenant, ils doivent aller dans un EMS, que ce soit le mieux que possible pour eux. Oui, et c'est un impact très concret, parce que l'agilité, ça peut sembler un peu abstrait. Donc là, vous prouvez, il y a une application très concrète qui a une implication très visible sur la vie de pensionnaires d'un EMS. Donc là, vous rendez vraiment très concret l'agilité. Bon, on vient à ces fameuses horloges atomiques qu'on a déjà présentées. Et donc du coup, maintenant, on regarde exactement de quoi il s'agit et en quoi c'est un projet de recherche qui permet de transférer un savoir-faire de la HEGVD. Aujourd'hui, de plus en plus d'applications nécessitent une grande maîtrise du temps. Dans les télécoms,
dans les objets interconnectés, il est vraiment important de pouvoir synchroniser les différents objets et du coup, l'utilisation d'horloge atomique est vraiment quelque chose qui est devenu standard pour toutes ces applications dans les télécommunications. Dans ce contexte-là, un industriel neuchâtelois, qui est une entreprise aussi au quartz, est venu nous voir en 2017 parce qu'ils avaient une partie de leurs horloges à fabriquer, qui est donc le soudage de leur dispositif qu'on appelle des fours à césium. Donc c'est un corps en cuivre pur qui contient un gaz très réactif, qui est scellé à un moment donné à un couvercle en covar, qui doit vraiment être étanche. On le met dans l'horloge atomique, on met tout sous vide, et une fois que c'est sous vide, on déclenche un petit arc électrique pour libérer ce gaz réactif, et le césium va en fait permettre de réguler le temps, de maîtriser la précision de l'horloge pendant 10 ans, pendant le temps d'utilisation de l'instrument de mesure. Il faut quand même savoir que ces horloges atomiques, elles n'ont pas le droit d'avoir un décalage de plus d'1 seconde par 50 millions d'années. Donc c'est vraiment des objets qui nécessitent une grande précision. C'était vraiment un partenariat. Nous, en tant que spécialistes de soudage, l'industriel en tant que spécialiste des horloges atomiques, mais qui n'avait pas de savoir-faire dans le soudage. Il voulait qu'à la fin du mandat, ça soit lui, en interne, qui puisse réaliser l'assemblage de ce four, de cette capsule. On a eu 3 grands défis à relever. Déjà, travailler avec des matériaux qui, lors du soudage, ne se comportent pas de la même façon. J'ai dit que ça, c'était en cuivre pur. Ceci est en covar. Ils ont une dilatation thermique différente. Et lorsqu'on chauffe localement, lorsqu'on fait le soudage qu'on appelle orbital par méthode TIG, donc on va venir chauffer localement à l'interface entre le couvercle et le corps. Et on va venir fondre la matière. Et du coup, comme ces matériaux se dilatent de façon différente, on va devoir vraiment régler nos paramètres au millimètre près pour que l'assemblage soit étanche. Le deuxième défi, c'est que le césium est très réactif avec l'humidité de l'air. Donc il fallait absolument qu'il n'y ait pas d'oxygène, d'humidité pendant le travail. Et du coup, on a dû travailler dans ce qu'on appelle une boîte à gants, qui est une enceinte qui contient de l'argon et puis vraiment le moins possible d'oxygène. On a dû montrer aux clients qu'on arrivait à une qualité d'environnement où il y avait moins de 5 particules d'oxygène par million d'autres particules d'argon, de gaz inerte. Et le troisième défi, c'était que la température du four ne devait pas dépasser environ 200 degrés et on devait contrôler cette mesure en live, en direct, avec un système qu'on a fait nous-mêmes pour que le client puisse contrôler, puisse vérifier que le soudage se faisait de bonne façon, parce que si on dépassait 200 degrés, on aurait endommagé un mécanisme qui se trouve à l'intérieur de la capsule. Ne pas avoir de sous-traitance lui permet de maîtriser le temps de production, lui permet de ne pas devoir avoir de problèmes logistiques, parce que quand on transporte d'un endroit à un autre ce genre de petits conteneurs qui ont du gaz réactif, c'est compliqué d'un point de vue logistique. Donc là, le client gagne en simplicité, en efficacité et puis en savoir-faire. Là, c'est presque miraculeux, c'est-à-dire que c'est tellement spécialisé que le client, que le marché puisse trouver la spécialité dont il a besoin ici, prouve que vous êtes très spécialisé. Et alors pour lui, c'est la spécialité qui matche exactement avec sa recherche. C'est vrai, l'assemblage des métaux, hein, on met on fixe 2 métaux ensemble, soudage, brassage, c'est assez répandu. Mais il y a toujours les entreprises qui ont un problème, un besoin très, très spécifique. Et là, je crois qu'on est quasi unique dans la région de avoir les compétences pour pouvoir développer une solution pratique qui peut être mise en œuvre par nos partenaires. Et qui, là, a créé directement de la valeur sur le marché en Suisse. On va toujours parler de durabilité, mais dans un autre domaine où la durabilité est centrale, on en entend toujours parler, c'est la construction. Et là aussi, vous avez un savoir-faire à proposer au marché. Durabilité dans la construction. Oui, il s'agit des écoquartiers. Voilà. Qu'on regarde. On le sait, notre société, elle doit faire face au défi des changements climatiques et ce défi concerne des enjeux de construction. La Confédération elle a fixé comme objectif
une réduction de 65% des émissions de CO2 dans le domaine de la construction, 25% dans le domaine des transports. Donc ça oblige à repenser notre manière de construire et de vivre les territoires. On sait aussi que la question de la durabilité, et de faire des écoquartiers, ça a aussi maintenant une certaine attractivité, ce qui fait qu'on voit des projets d'écoquartiers se multiplier sur le territoire. Donc la question, c'est comment on peut mesurer la durabilité des quartiers. Je propose de considérer 4 dimensions. La première, c'est la question de l'énergie. Donc on aimerait que le quartier consomme le moins possible d'énergie, à la fois au moment de la construction, mais aussi au moment de son exploitation. On aimerait aussi que ce quartier produise de l'énergie renouvelable, on peut penser au photovoltaïque, et puis que les habitants ils utilisent moins d'énergie pour se déplacer. Le deuxième aspect, c'est celui de la biodiversité. Donc on va s'intéresser aux produits qui sont utilisés dans la construction, parce qu'on sait qu'il y a des produits qui vont avoir des impacts sur la biodiversité, donc il faut les éviter. Mais on veut aussi qu'il y ait une partie du territoire du quartier qui soit consacrée à développer la biodiversité, donc des milieux naturels peut-être protégés. Le troisième élément, c'est celui de l'économie circulaire, où on va s'intéresser à l'utilisation de matériaux recyclés, de matériaux locaux et durables. Le quatrième, c'est le mode de vie, c'est la vie de quartier, s'assurer qu'il y a une proportion de logements sociaux, d'emplois solidaires, mais c'est aussi s'assurer qu'il y a un mode de fonctionnement dans la gestion du quartier qui soit participatif, avec des associations qui vont pouvoir faire vivre le quartier. Ce projet, il est développé en partenariat avec des acteurs académiques, en l'occurrence la HEIGVD qui a un rôle de coordination, en collaboration avec la Haute École du Paysage et d'Ingénierie et d'Architecture de Genève, l'EPIA, et puis la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg. Ça, c'est pour le volet académique. Pour le volet privé, on travaille avec l'Association pour des quartiers durables qui a développé une certification qui s'appelle SEED. Et dans cette association, on retrouve la plupart des acteurs de la construction, c'est-à-dire des promoteurs, des bureaux d'architectes, des experts en environnement et aussi des communes. Le promoteur, il va en fait donner un mandat à un intégrateur de durabilité. Donc lui, il génère un vaste dossier assez complexe qu'il va transmettre aux HES et c'est là qu'on intervient. Et nous, on va analyser ces dossiers, analyser les données, les calculs. Sur cette base-là, l'association, elle délivre ou pas la certification SEED. Lorsqu'on construit un immeuble, il y a des processus de certification qui permettent de s'assurer qu'il va tenir debout, qu'il va être confortable et sécuritaire d'un point de vue incendie, par exemple. Maintenant, il y a des nouveaux indicateurs qui apparaissent, des nouvelles dimensions. Et c'est un bouleversement quand même assez important des pratiques professionnelles dans ce contexte où ces pratiques sont très maîtrisées. Donc, il faut que la certification elle soit rigoureuse, donc de qualité scientifique indiscutable, cohérente, qu'elle couvre l'ensemble des aspects, et efficace, qu'elle ne retarde pas les délais et qu'elle ne génère pas des surcoûts. On participe à la certification des quartiers avec l'Association pour les quartiers durables. Et la solution qu'on a trouvée, c'est un changement de posture. C'est-à-dire que dans ce contexte où les expertises sont fortes, il y a aussi beaucoup de routine, il est nécessaire de se placer en position d'apprenant, d'apprendre en faisant. Donc c'est pour ça qu'on développe une approche qu'on appelle expérimentale. Donc on va certifier des quartiers, on va regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc on va avoir une étape d'analyse critique sur les expériences menées, ce qui nous permet de faire des recommandations et de progresser dans le processus de certification en respectant les exigences de la réalisation des chantiers. Je dirais que d'un point de vue méthode, on voit que les choses progressent. Les savoir-faire sont partagés, ces objectifs d'efficacité, on les consolide. Et puis du côté des résultats tangibles, il y a maintenant en Suisse romande 3 quartiers qui ont été certifiés, avec des habitants qui ont commencé à y vivre. Il y a une douzaine de quartiers, toujours principalement en Suisse romande, qui sont rentrés dans le processus et on pense que d'ici 2025, il y aurait environ 45 000 personnes qui vivront dans des quartiers certifiés SEED. Cryptage Martha Lillet, en quoi un projet de certification est un projet de recherche? C'est une très bonne question. Alors, parce qu'elle est préparée, c'est pour ça. Peut-être. Oui. Non, en fait, c'est un projet de recherche parce qu'il faut développer, c'est un projet de recherche et développement parce qu'il faut d'abord développer la méthode de certification. Ça, c'est pas défini, c'est pas fixe encore. Et en plus, la définition d'écoquartier
c'est non plus pas très clair. Donc, il y a un travail sur comment je vais certifier, mais aussi, c'est quoi exactement un écoquartier? Donc, c'est vraiment un projet de recherche et développement qui est en cours là. Ce que ça apporte à une entreprise, ça peut être divers, mais ça peut aller jusqu'à permettre un projet de transfert scientifique avec la HEIGVD, ça peut aller jusqu'à mener une entreprise à devenir leader de son marché. Et c'est un peu la success story qu'on va nous raconter là, Absolument. avec un projet très spécifique. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est le pipetage. C'est le dosage de liquide. D'accord. Tout à fait. Oui, Avec, comme une pipette. Comme une pipette. Mais en plus précis, Oui. infiniment plus précis. Plus précis, plus grand, plus petit, tout. Ok, Voilà. On regarde les explications. Contexa, c'est une entreprise familiale qui a maintenant 22 ans, née en l'an 2000, on a 60 personnes. Et cette entreprise, en fait, a développé des systèmes de dosage pour l'industrie des parfums et des arômes alimentaires. Et aujourd'hui, on fait de la conception de machines et de la vente dans le monde entier. On va mélanger une cinquantaine d'ingrédients pour faire une recette simplement. Et les solutions traditionnelles utilisent des balances et on dose ces ingrédients l'un après l'autre. Et nous, le challenge qu'on a eu il y a plusieurs années, c'était de développer un système volumétrique pour doser les ingrédients avec un volume, mais tous en même temps. Le gain, il est facile à comprendre. 50 ingrédients, une balance, 50 actions, 50 minutes. Nous, une seule action parce qu'on met les 50 en même temps, 1 minute. Donc mesurer des volumes, c'est simple, hein. Il suffit d'avoir une seringue et puis on mesure la position d'un piston et on dose en volume. Donc chaque liquide est dans une seringue actionnée indépendamment. Donc ça, on a fait une première machine qui faisait ça. Et le problème, c'est que ça paraît simple à faire, mais des erreurs sont possibles. Donc s'il y a des bulles d'air, l'air n'est pas du liquide, donc on dose faux. Si le liquide dilate à cause de la température, comme on mesure le volume et pas le poids, c'est aussi faux. Et puis imaginez-vous, quand on prépare une cuve de 500 litres, si on se trompe sur un des composants, un des 500 ou un des 200, par exemple un où il y en a 3 grammes, et si on se trompe là-dessus, on jette la cuve. Donc on a dû mettre en place des solutions techniques pour pallier à ces problèmes. Ces solutions sont centrées sur l'utilisation des ultrasons, des mesures sans contact pour mesurer la présence de bulles pendant le dosage. Sans contact, pourquoi? Parce que les liquides sont très agressifs et on ne peut pas mettre un capteur directement en contact avec les liquides. Donc les ultrasons, ça passe à travers le tube, les parois des tubes, le liquide. Quand il y a des bulles d'air, les ultrasons ne passent pas bien, donc on peut compter et quantifier les bulles d'air. Donc ça, c'est le premier problème résolu. Le deuxième problème, c'est la variation de volume, de densité par la température. Et on mesure la température de manière extrêmement précise avec des ultrasons en utilisant le temps que l'ultrason emploie pour traverser le liquide. Ce temps, il dépend de la température et on le quantifie. Et on n'a pas besoin de chauffer un thermomètre où ça prend des secondes ou voire des minutes pour connaître la température. On peut à la milliseconde, connaître la température du liquide en temps réel pendant le dosage et donc compenser les variations de volume. Les résultats obtenus dans ce projet sont une installation de dosage de liquide qui est complètement automatisée, qui permet de doser de manière fiable des liquides sans besoin de les peser avec des balances et avec une productivité 40 fois supérieure à la méthode traditionnelle. Ce développement qu'on a fait avec l'école d'ingénieurs d'Yverdon nous a permis de valider la technologie, nous a permis de prouver l'efficacité de notre système, de prouver ce qu'on avait vendu en termes, disons, de performance et de précision. Et aujourd'hui, grâce à ça, les sites de production, autant parfums qu'arômes, s'équipent avec nos machines. La collaboration avec Contexa et avec son directeur, M. Choupach, était très fructueuse. Chaque semaine, alors qu'il semblait avoir des blocages qui arrêtaient le projet, on trouvait des solutions parce que d'un côté, nous, on avait des solutions théoriques qui, en théorie, fonctionnaient bien, mais il y a la réalité du terrain et M. Choupach avait des solutions pratiques souvent qui étaient élégantes et la collaboration des deux permettait de trouver la meilleure solution économiquement viable et puis fiable pour le dosage des liquides. C'est vraiment un plaisir de travailler dans les développements techniques avec eux parce que ça avance vite, ça avance précis,
Le dialogue est ouvert et puis ça reste très terre à terre quand même dans la démarche. Il faut vraiment le lien entre l'industriel et puis les hautes écoles. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Là, il n'y a que des compliments pour vous. Hein. Ça, c'est bien. Oui, Ça. j'aime bien. Hein. Et ce qu'il faut encore un peu rajouter, parce qu'il y avait une difficulté supplémentaire au défi qui apparaît que très peu ici, c'est qu'on nous parle de parfum, donc c'est l'alcool, donc il y a toute la dimension explosion, feu, etc., qu'il fallait aussi intégrer dans ce projet-là. Absolument. Alors, effectivement, là, ici, l'atmosphère est explosive, donc pas d'étincelles. Et puis aussi, les cuves, les récipients dans lesquels ces liquides sont contenus, ils doivent résister à une explosion. Si jamais ça explose, il ne faut pas que ça casse. Et puis ils ont testé, ça marche. Donc c'est vrai que ce qui semble simple quand on le fait à la maison, avec une pipette ou une seringue pour médicaments, c'est beaucoup moins quand on doit être super précis, rapide, on a des grands volumes et des petits volumes, des liquides qui ressemblent à de la mélasse, avec des liquides qui ressemblent à un alcool, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus exigeant. Un bon challenge. On va traverser 3 derniers projets qui sont bien spécifiques, qui ont un lien les 3 ensemble. Il faudra qu'on raconte une histoire. D'abord, rappelez 2 choses. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat qui se trouve en dessous de la vidéo. Et puis, dans un instant, nous aurons la chance de recevoir ici Alizé de Tonac, qui nous proposera une keynote d'environ 30 minutes, justement sur l'innovation dans les pays émergents. Comment est-ce qu'elle accompagne toutes sortes de start-up, toutes sortes d'innovations et d'initiatives différentes. Donc, on aura l'occasion d'entendre ça dans un instant. Quand le Covid est arrivé ici, qu'est-ce que vous avez monté? Parce que les 3 projets qu'on va découvrir maintenant, ils ont un lien avec la crise Covid. Est-ce que vous avez décidé de faire à la HEIGVD pour apporter une contribution durant cette crise? Tout à fait. Alors, c'était une initiative, parce que c'est clair qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui souffraient de la crise sanitaire, des mesures sanitaires. Et puis donc, on avait proposé d'avoir des petits projets de courte durée, pour pouvoir reprendre les difficultés spécifiques liées à la crise sanitaire et de pouvoir soutenir ces entreprises par des projets d'innovation pour trouver des solutions. Et ça, c'est les 3 projets qu'on verra maintenant. Il y aura des partenaires des entreprises qui vont parler du projet et dans 2 des cas aussi, le professeur de chez nous. Le premier projet qu'on découvre, c'est un partenariat culturel. Culturel. On regarde ça. L'espace des inventions, c'est un espace d'éveil culturel et scientifique qui a 21 ans maintenant et qui a pour objectif d'intéresser le jeune public, les enfants, les jeunes, mais aussi les familles au sens large, à tout ce qui a trait à la culture et aux sciences techniques. Ce projet est né en fait des suites du début du Covid, où nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité de faire les activités sur place comme on les faisait en temps normal, avec la volonté de se dire on pourrait développer des activités à faire en ligne, à faire à distance. Et on a eu cette idée avec Daniel Rappeau de développer un jeu autour de la robotique à faire en ligne. Le jeu a été développé, il y a une première version du jeu qui existe aujourd'hui. Les enfants qui l'ont testé ont eu beaucoup de plaisir. Nous, on est contents du contenu aussi didactique ou pédagogique, de l'environnement graphique du jeu. On arrive vraiment maintenant avec un projet fini qu'on va pouvoir diffuser et communiquer. Donc si au départ on est tous conscients des contraintes et de là où on veut aller, on arrive à faire quelque chose qui au final peut être diffusé et communiqué auprès du public. Ça va être de traduire ce jeu en allemand et vraisemblablement aussi en anglais pour pouvoir le diffuser plus largement. Donc il y a un développement technique qui est fait du côté de la HEIGVD pour pouvoir rendre ce jeu multilingue. Nous, on va développer aussi des contenus pédagogiques pour pouvoir accompagner éventuellement l'utilisation du jeu par une enseignante ou un enseignant. Et puis ensuite, une fois que tout ça sera prêt, de le communiquer pour que le public, les enfants, les classes, les écoles puissent s'en emparer. C'est toujours une expérience enrichissante de travailler avec une autre institution parce qu'on bénéficie des compétences qu'on n'a pas forcément nous à l'interne. L'équipe en face bénéficie aussi de nos compétences et c'est une manière d'ouvrir ses horizons, de s'enrichir et puis peut-être de faire des projets qu'on n'aurait pas fait. Dans le cas présent, c'est évident qu'on n'aurait pas pu développer ce projet tout seul.
On n'aurait pas eu les compétences, les ressources, le temps à disposition. Donc c'est que quelque chose qui nous permet d'explorer, qui permettrait à une institution, à une entreprise d'explorer une nouvelle piste, d'ouvrir un peu son champ d'action et d'horizon vers dans de nouvelles directions. Vous en faites beaucoup des projets culturels, on l'a dit, dans ce domaine de la culture. Là, c'est musée, exposition. Vous en faites beaucoup? Alors, ce n'est pas un partenaire qui a un profil typique pour l'école, il faut le dire. Mais c'est vrai que nous avons un institut d'ingénierie des médias. Donc, les professeurs d'ingénierie des médias sont assez sensibles, très sensibles à cette question de sensibilisation aux sciences. Donc, ils font beaucoup pour les jeunes, les sensibiliser aux sciences. Et aussi, ils sont très sensibles aux aspects culturels, justement le musée, tout ce qui est visuel, esthétique. Donc, peut-être pas pour toute l'école, mais pour l'ingénierie des médias. Maintenant, on va parler des startups parce que les startups ont une difficulté particulière pendant le Covid. On a dit, quand on est une jeune entreprise, qu'il faut faire vite et que tout s'arrête, c'est la catastrophe particulièrement. Vous avez aussi monté un projet avec une startup pendant la crise Covid. 2 en fait. On verra 2 projets avec des startups. Oui, le premier avec une startup active dans les drones. Qu'on regarde. Flybotics, c'est une jeune start-up de 15 personnes fondée en 2019 et est basée à Lausanne. L'entreprise se spécialise dans la conception et le développement de drones faits exprès et développés pour l'inspection des zones confinées et dangereuses pour l'humain. L'objectif de ce projet tournait autour de la photogrammétrie et de la digitalisation. Cette fonctionnalité-là permet de construire des modèles 3D à partir de photos collectées par le drone. Jusqu'à présent, notre drone, notre solution permettait de faire ça, mais c'était assez fastidieux pour nos clients. L'objectif de ce projet était d'intégrer cette fonctionnalité beaucoup mieux à la solution et de rendre cette tâche de digitalisation, de construction de modèles 3D beaucoup plus aisée pour nos utilisateurs. Il faut vraiment avoir des bonnes images pour pouvoir faire de la bonne photogrammétrie. Et le défi, c'est pas on prend des photos comme ça, par-ci, par-là, et puis voilà. Il faut vraiment prendre les photos au bon endroit, au bon moment, pour que ça puisse reconstituer entièrement l'environnement. Il faut savoir où on est, il faut savoir quelle photo on a pris, il faut savoir quelle photo suivante on doit prendre. Et donc, notre rôle, ça a été vraiment d'incorporer tout ce genre de choses, donc d'avoir un guidage pour le pilote, pour pouvoir prendre les photos au bon moment, ou même d'avoir carrément quelque chose de complètement automatique pour prendre les photos au moment où il faut pour que la photogrammétrie soit la plus réussie possible. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé par un premier projet avec eux qui était vraiment de concevoir l'ordinateur embarqué de leur drone qu'ils voulaient mettre sur le marché. Et là, c'était un gros défi, c'est qu'il fallait trouver l'ordinateur embarqué qui pouvait justement être implanté dans ce drone. Ça relève plusieurs défis, c'est qu'il y a une consommation qui doit être vraiment contrôlée. Donc on a réussi quand même à obtenir un drone qui est capable de voler jusqu'à 25 minutes. Ce qui est beaucoup plus que, on va dire, ses concurrents. Après, si on veut ajouter la photogrammétrie, en théorie, on va diminuer le temps de vol parce qu'on va rajouter des éléments qui consomment de l'énergie. Alors notre défi, ça a été de se poser la question, mais comment on va faire pour ajouter des choses sans consommer plus d'énergie. Donc en fait, on a essayé de réadapter un petit peu notre conception pour qu'on puisse faire la même chose, même temps de vol, mais en intégrant une fonctionnalité supplémentaire. Et c'est quelque chose qu'on a réussi, justement, en cherchant précisément, bien profondément, justement, là où on consommait de l'énergie qui n'était pas nécessaire pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc, du concept au marché, ça a mis un peu moins de 2 ans à pouvoir se réaliser. C'est assez court dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons une fonctionnalité sur la télécommande qui permet au drone d'aller automatiquement prendre des photos avec la cadence nécessaire et idéale pour obtenir un modèle photogrammétrique de haute qualité avec beaucoup plus de simplicité. Le résultat du projet vient renforcer notre solution à travers cette fonctionnalité additionnelle et donc vient répondre à ce besoin client
et du coup renforcer notre position sur le marché. Nous avons énormément d'idées, aussi en collaboration avec l'HEIGVD, notamment rendre cette digitalisation encore plus facile, encore plus rapide, encore plus automatique. Nous sommes très satisfaits de notre collaboration aujourd'hui au travers de plusieurs projets avec la GUGVD. Nous apprécions énormément le fait que l'école ait cette vocation de faire de la recherche appliquée. Donc nous allons directement au but et ça nous permet très rapidement de prendre une idée à l'état de recherche et puis venir faire de l'impact sur le marché. Il y avait d'autres partenaires, hein, donc c'est une histoire collective si on veut avoir le tableau complet. Il y a d'autres personnes qui sont venues en aide avec la HEIGVD en réseau comme ça pour innover. Alors, il y a ces deux groupes de la HEIGVD. On a vu le professeur Mosqueron, mais il y avait aussi le professeur Gressin, mais aussi de la HEIGVD, mais de l'équipe géomatique. Et c'est vraiment super qu'on peut montrer ce projet parce que c'est vraiment un positionnement classique, ce qu'on doit faire à l'école. On a l'équipe des géomatiques, c'est vraiment une équipe de pointe. Alors, la géomatique, les géomètres, avant de venir, j'ai pensé c'était les hommes avec les théodolites, puis les tunnels et les autoroutes. Ou au bord de la route, exactement, le fameux... voilà, exactement. Oui. Mais ça a tout changé, c'est super informatique maintenant, super numérique. Et puis, on a une équipe de pointe en géomatique. Je ne peux pas citer tous les projets, mais je peux citer un projet qu'on a avec le CERN. C'est le professeur Guillaume qui est dans la salle là-bas, qui travaille dans ce projet-là. Donc, on a l'équipe des géomatiques impliquée et aussi l'équipe de software embarqué, Romuald Mosqueron. Et aussi, ils sont dans la transmission de vidéos, de télé. Si on pense à un match de foot, il y a beaucoup de caméras, beaucoup de micros, beaucoup de capteurs. Il faut transmettre toutes ces informations à la réalisation où ils vont choisir que diffuser. Comment transmettre ces informations de façon économique, rapide, robuste? Il y a différents projets là-dessus. Un projet qui a été testé aux Jeux olympiques à Tokyo l'année passée. Le projet de Romuald Mosqueron sera testé à Lenzerheide. Il y aura une démonstration à Lenzerheide pendant le Coupe mondiale de ski. Donc, deux équipes de pointe, on les amène ensemble pour trouver une solution pour une start-up de la région. C'est exactement parfait. On a vu beaucoup d'exemples d'entreprises du marché qui viennent ou avec lesquelles vous êtes en contact. Là, pour terminer, on va voir un exemple de start-up qui est né ici. Peut-être pas ici, mais à 20 mètres, qui est né dans la HEIGVD. Oui, c'est une start-up issue de l'école qu'on a soutenue aussi pendant la crise sanitaire. On regarde son histoire. Tixit, c'est une start-up qui a bientôt 3 ans, qui a une dizaine de collaborateurs et qui est spécialisée dans l'audio numérique à très très faible latence. On a développé 2 blocs technologiques, notamment une partie sur la radio qui permet d'envoyer à moins de 2 millisecondes de plusieurs émetteurs à plusieurs récepteurs de l'audio et un compresseur audio qui permet de diminuer la bande passante afin d'augmenter la qualité de service tout en gardant une très haute fidélité et ici 0 latence toujours pour compresser les données. L'objectif de ce projet, c'était vraiment de définir si c'était faisable et de vraiment comprendre toutes les contraintes liées à jouer de la musique en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens, ils ont besoin de moins de 30 millisecondes pour pouvoir jouer de la musique en ligne. Donc ça se mesure très bien et on l'a fait avec un groupe de musiciens où on a artificiellement ajouté un délai entre eux. Et puis on a remarqué qu'en dessus de 30 millisecondes, ils perdaient complètement les pédales et donc s'arrêtaient de jouer simplement parce qu'ils n'arrivaient plus à synchroniser. Donc ce problème-là est très important et Internet aujourd'hui ne permet pas de descendre en dessous de 300 millisecondes avec les systèmes actuels. Et ceci pour la raison suivante, il faut voir que la musique ou la vidéo est transportée sur Internet à l'aide de paquets de données. Et ces paquets de données, ils utilisent différents chemins pour aller d'un point A à un point B. Et donc à l'arrivée, on se retrouve avec un tas de paquets de données qui sont dans le désordre. On peut voir ça un peu comme une boîte de Lego qu'on ouvre. On a tous les Legos qui sont dans le désordre et on doit les réassembler dans l'ordre pour faire un objet.
Quand il nous manque un morceau du stream audio, on ne peut pas juste remplacer par n'importe quoi, sinon ça s'entend. Et donc on doit utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire vraiment un lissage du son. Le but, ce n'est pas de recréer le son, ça c'est pas possible, mais par contre, c'est de faire qu'on n'entende pas cette transition, pas ce manque d'informations. Alors en ayant cette compensation de paquets en retard, et ensuite en ayant un algorithme intelligent de réorganisation rapide des paquets de données, on arrive à résoudre le problème et à descendre jusqu'à 20 millisecondes. Ce projet était vraiment très important pour Tixit dans un contexte de pandémie, dans la mesure où notre précédent produit était un produit hardware où il devient très difficile de le produire. Grâce à la réussite de ce projet, finalement, il est en train de devenir le principal produit pour la société et pour l'avenir de la société. On va justement commencer à tester avec différents alpha-testeurs, puis avec un panel plus large de bêta-testeurs, afin d'avoir une première version officielle avant juin de cette année. Donc, pour ce projet-ci, du concept à un produit fini, on est de l'ordre d'1 an et demi. À la suite de ce projet, on a déposé un projet InnoSuisse en collaboration avec la HEIGVD et l'EPFL pour optimiser la qualité de service ainsi que l'expérience utilisateur de la plateforme. Je pense qu'il faut vraiment profiter des opportunités offertes par la HEIGVD. Par le biais des projets, on peut par exemple tester ou valider un concept sans trop se disperser sur nos tâches quotidiennes dans l'entreprise, ou alors simplement essayer d'optimiser un produit existant afin de garder son avantage compétitif. Voilà, vous avez sûrement plein de questions à poser au sujet de ces différents projets. On va se laisser maintenant 10 minutes. 10 minutes durant lesquelles, ici, nous parlerons plus des collaborations de manière générale du concept au marché avec la HEIGVD. Et puis, vous pouvez aller poser des questions très concrètes avec les liens Teams qui sont en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, vous avez un lien Teams par projet qui vous a été présenté. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez là trouver l'équipe du projet, ou au moins une représentante ou un représentant du projet, et vous allez pouvoir parler très concrètement de ces projets-là. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes dans cette vidéo si vous décidez d'aller dans les liens Teams. Comme ça, on écoutera Alizé de Tonac. On va prendre ici aussi les questions qui sont arrivées sur le chat. Peut-être une première question qui est très concrète. Qui contacter en cas d'intérêt? Parce qu'on imagine bien que ce soir, on peut peut-être avoir envie, si on est une entreprise, si on est une start-up, on peut avoir envie de collaborer avec la HEIGVD. Par où on commence? C'est quoi la porte d'entrée? Alors, si vous savez avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez collaborer, ben vous pouvez le contacter directement. Vous trouvez certainement les coordonnées sur le site de la HEIGVD. Et si vous ne savez pas, ben vous pouvez me contacter moi et je trouverai la personne qui est le mieux adaptée à votre problème. Une autre question qui vient sur le chat, n'hésitez pas à en poser si vous en avez qui apparaissent comme ça quand on discute. Vous avez parlé des subventions au début dans votre vidéo, manifestement ça a directement intéressé. Comment est-ce qu'on obtient cette subvention-là, donc cette aide pour réaliser le projet au sein de la HEIGVD, qui ensuite apportera de la valeur dans une start-up, dans une entreprise? Il y a différentes subventions, mais en général, quasi toujours, il faut rédiger une demande. On a l'habitude de rédiger des demandes. On a aussi des contacts qui peuvent conseiller les entreprises comment rédiger les demandes, comment formuler la question, comment poser toutes les problématiques pour pouvoir soumettre une demande à InnoSuisse, donc la confédération, ou au canton pour avoir une aide concrète en France suisse. Quels sont les critères qui permettent d'obtenir cette subvention? Sans faire toute la liste, mais les grandes lignes, elles sont obtenues comment? Voilà. Alors, pour les projets InnoSuisse, ça doit être un projet de recherche et développement. Ce n'est pas un projet pour créer un prototype pré-industriel. On ne veut pas développer un dispositif, on développe une technologie. Donc, il y a un aspect de recherche et développement dedans. Question très concrète, est-ce qu'on peut collaborer avec la HEIGVD si on est en Valais? Question d'une Valaisanne ou d'un Valaisan, manifestement. Si on collabore avec toutes les entreprises de la région, en dehors de la région, il n'y a pas de problème. Oui, on est ouverte à toute proposition. Il n'y a pas besoin d'être dans le canton de Vaud, il n'y a pas besoin d'être... Tout est possible. Oui.
Question sur la confidentialité. Après, peut-être qu'on prendra aussi des questions dans la salle parce qu'on a un micro qui peut se balader. Voilà, donc vous pourrez lever la main. Confidentialité, c'est venu sur le chat. Comment est-ce qu'on peut garder la confidentialité? Parce qu'on imagine bien que pour certains projets, c'est concurrentiellement très sensible. Oui. Comment est-ce qu'on peut à la fois collaborer et que ça reste confidentiel? Bon, je vous ai parlé des horlogers qui travaillent avec nous, malgré qu'ils soient super sensibles à la confidentialité et au secret commercial. Alors, nous, on signe un NDA, on signe un engagement, on signe un contrat, comme quoi on va garder les informations confidentielles, ce qu'on fait. Et vous pouvez ici garder confidentiel? Oui. Du coup, vous n'en parlerez pas lors de votre soirée annuelle où vous présentez les projets? Non. Quelle est la durée d'un projet? On nous demande sur le chat. Quelle est la durée d'un projet? Ça dépend du projet. Merci. Alors, les durées minimales, peut-être les exemples de projets qui vont très vite, puis alors au contraire des projets qui durent. Alors, les projets qui durent, je dirais qu'en moyenne, c'est dans les 2-3 ans. Des fois, c'est 4 ans, mais plutôt 18 à 2 ans. C'est assez typique. Un projet très, très court, on a certainement des fois des tout petits mandats qui vont durer peut-être 1 semaine, 2 semaines. Chercher quelque chose de très concret, expérimenter quelque chose de très concret. Exact. Une question dans la salle, peut-être. Vous pouvez lever la main et le micro viendra magiquement à vous. Aucune question dans la salle. Alors, on vous laisse encore un peu réfléchir. Et je prends encore une question qui est sur le chat. La question de l'apport financier, qui va, j'imagine, avec la subvention, mais tous les projets ne sont pas forcément subventionnés. Là, la question, c'est quel apport financier dois-je apporter pour faire un projet avec la HEIGVD? Comment ça se calcule et quel genre de montant? J'imagine qu'il y a plusieurs exemples. Mais... Alors, l'apport financier, c'est de couvrir nos coûts. Donc, c'est couvrir les coûts que nous avons pour le personnel qui travaille sur le projet ou pour les matières qu'on doit acheter, tout ce qui est consommable qu'on achète pour le projet. C'est ce qu'il nous faut. L'apport, ça dépendra du projet, bien sûr. Mais comme j'ai dit, une subvention d'InnoSuisse, ça peut couvrir de 90% des coûts de l'école. Il reste un 10% des coûts du projet qui doit être couvert en liquide par l'entreprise partenaire. Là, on est en proportion, en pourcentage. On nous demandait aussi sur le chat quel est le montant possible. Donc là, j'imagine en valeur absolue, le montant possible d'une subvention. Le montant maximal d'une subvention? Oui. Jusqu'à où on peut aller avec une subvention? Oui. Là, on ne demande pas le maximum, mais on demande quel est le montant, quel montant de subvention puis-je obtenir. Alors, je comprends bien que ça dépend du projet. Ça dépendra du projet. Oui. Est-ce qu'on arrive à donner quand même une fourchette, j'imagine? Alors, ça va être jusqu'à 90% des coûts de l'école, si c'est un projet InnoSuisse. Alors, je pense que ça va aller on va dire, de 100 000 francs. Typiquement, je vais dire, un petit chèque InnoSuisse, 15 000 francs. Un grand projet InnoSuisse, 1 demi-million. D'accord. Voilà. Là, c'est une grande gamme. Oui, mais on a quand même une fourchette. Est-ce qu'une question est apparue dans la salle? Oui, trop bien. Le micro vient à vous. Peut-être juste votre nom et puis votre question. Merci, je suis Massimo Fiorin. Je serais curieux de savoir quand vous allez résoudre un problème pour une entreprise, puis peut-être trouver une solution qui va créer une valeur très importante sur le marché. Est-ce que dans certaines conditions, la HEIGVD va profiter de cela sur le plus long terme, ou bien est-ce que la propriété intellectuelle reste uniquement chez l'entreprise partenaire? Merci. C'est aussi une très bonne question. Alors, dans le cas où le partenaire va financer le projet lui-même, c'est le partenaire qui est propriété de tout. Les résultats lui appartiennent. Mais dans le cas où c'est un projet subventionné, la HEIGVD va garder les droits qui permettraient de réutiliser certaines des technologies développées dans d'autres contextes. Par exemple, s'il y en a d'autres partenaires qui travaillent dans un autre domaine où il n'y a pas de concurrence, là, on pourrait utiliser les résultats pour travailler avec un deuxième partenaire. C'est clair que j'ai répondu là? Parfait. Merci beaucoup. Il reste 3 minutes seulement ensemble avant d'accueillir Alizé de Tonac. Quels sont les domaines d'activité de la HEIGVD? C'est ce qu'on nous demande sur le chat. Vous les aviez énumérés au début, mais on n'était pas forcément là dès les premières secondes du live. Peut-être juste nous rappeler les 5 domaines? Oui, alors l'école a défini 5 domaines de compétences clés correspondant à 5 grands enjeux sociétaux, c'est-à-dire énergie,
territoire et mobilité, production industrielle et modèles d'affaires, numérique, société et santé. Très bien. Il nous reste le temps pour une dernière question. Ce sera soit une question du chat, soit une question dans la salle. Est-ce que vous avez encore une question à poser? Alors, on prend une question du chat, parce que sur le chat, c'est plus actif. La HEIGVD est-elle active dans le spatial? J'imagine que là, il y a quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Oui, la HEIGVD est active dans le spatial, tout à fait. Comment Alors, Comment vous allez dans l'espace? Ouais, on a beaucoup de projets dans le spatial. On a maintenant 2 projets sur différents aspects de ClearSpace, qui est un projet c'est une start-up de l'EPFL qui développe un vaisseau spatial pour enlever des satellites morts ou des débris, des grands débris de l'espace en dessous de nos têtes. C'est un exemple. On a d'autres exemples avec l'ESA. On est juste en train de signer un contrat maintenant pour développer l'électronique pour une caméra qui sera envoyée vers le prochain comète qui se profile dans le bon endroit dans le ciel. Ça, c'est un deuxième exemple. On travaille sur le Square Kilometer Array Observatory. Donc, un grand... Je peux pas vous aider. Non, Square Kilometer Array Observatory. Donc, le SKAO, c'est un énorme télescope dans les ondes radio pour observer le ciel. Ça, c'est de l'astronomie, en fait. C'est l'astronomie. Oui. Mais c'est aussi dans l'espace. Oui, c'est l'espace. On oui. observe l'espace depuis la Terre, oui, tout à fait. On est dans beaucoup de projets avec les télescopes astrophysiques, d'autres projets dans l'espace. Je cherche. Pas mal, mais un dernier alors, oui. Ça reviendra. Télescope, c'est facile, mais espace, je n'y arrive pas tout de suite. Ok. J'y reviendrai plus tard. Bon, mais c'est bien. Donc la réponse est oui, et puis on a eu la preuve de plein de collaborations dans le spatial. On est au terme de ces 10 minutes, ce qui fait que les gens sont en train de revenir gentiment depuis les Teams, où ils ont pu poser des questions concrètes. Vous êtes peut-être un peu frustrés, c'est possible, si vous n'avez pas eu le temps de poser toutes vos questions aux porteuses et porteurs de projets dans les Teams. Sachez qu'ils vont rester sur ces Teams-là, et qu'après la conférence d'Alizé de Tonac, vous pourrez continuer de poser quelques questions ou continuer de discuter si vous n'avez pas eu le temps d'aborder tous les points que vous souhaitiez aborder dans ces Teams. Nous avons donc maintenant la chance d'accueillir Alizé de Tonac, et si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez directement les écrire dans le chat au fur et à mesure de sa conférence, et puis on y répondra ensuite ensemble. Il y aura peut-être aussi des questions dans la salle. 2 mots sur Alizé avant de l'écouter. CEO de SeedStar, qui est une structure qui va chercher des startups dans les pays émergents et qui va les accompagner, notamment avec de la formation, avec de la vision. Et donc, elle va pouvoir nous partager sa vision d'innovation et en quoi les pays émergents sont en train d'innover, particulièrement dans quelle thématique. Elle va pouvoir nous raconter tout ça et on va pouvoir en discuter après. On accueille Alizé de Tonac. Beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un applaudissement physique, très agréable. Bonjour. Oui, donc je voulais vous raconter un peu mon histoire, mais surtout les innovations qu'on rencontre et comment ça rentre dans le contexte aussi de l'innovation ici en Suisse. En à côté également, je fais partie du conseil d'InnoSuisse en tant que membre, donc l'agence d'innovation de la Confédération. Et on voit effectivement qu'il y a plein de ponts et de parallèles à faire. Donc la vérité, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière en vendant des rouges à lèvres très chers. Même si j'ai pu apprendre beaucoup très vite, je me suis posé la question, comme j'ai l'impression, beaucoup de notre génération, quel est le sens du travail que j'apporte? Et je pense que c'est très intéressant comment l'école positionne ces 5 piliers, parce que c'est non seulement important par rapport à la société d'aujourd'hui et demain, mais aussi comment attirer les meilleurs étudiants et les meilleurs talents qui sont de plus en plus intéressés à créer un sens. Et il y a eu beaucoup de moments, mais je suis tombée sur une citation de Eleanor Roosevelt qui disait « Faites chaque jour quelque chose qui vous effraie ». Et ça m'avait traumatisée à quel point j'étais pas du tout effrayée au quotidien. Et de là, je me suis posé plusieurs questions et j'ai pris le leap of faith de quitter mon métier plutôt corporate et avoir une chance inouïe de rencontrer mes cofondateurs et de lancer notre aventure avec SeedStars. Donc on a quitté un peu cette image assez idyllique et calme de la Suisse à une beaucoup plus chaotique. Voici les rues de Lagos, la capitale économique du Nigeria, là où on a lancé notre premier centre d'incubation et les premiers investissements qu'on a fait, donc des prises de participation dans des jeunes startups tech.
Et même s'il y a un chaos total, il y avait une énergie, un dynamisme, c'était fulgurant un peu les opportunités, les challenges qu'on pouvait retrouver sur ces marchés-là. Seedstars a comme mission d'avoir un impact positif dans la vie des gens sur les marchés émergents, et on a vraiment essayé de mettre ensemble 3 tendances qui avaient lieu il y a maintenant presque 10 ans, qui étaient bien évidemment les pays émergents qui prennent une place extrêmement importante au niveau mondial. Ça représente 85% de la population, mais surtout 90% des jeunes. Donc jeunes, c'est moins de 30 ans. Dans le monde entier, qui eux aussi, maintenant, on peut accéder à eux assez facilement à travers au moins les téléphones dits smartphones. Deuxièmement, il y avait aussi une tendance d'une vraie démocratisation de la technologie qui nous permettait de réellement pouvoir investir et soutenir des entrepreneurs partout dans le monde. Donc, il faut qu'on se rappelle que cela nous a pris plus de 100 ans pour arriver à 1 milliard d'utilisateurs pour le téléphone fixe et moins de 10 ans pour 1 milliard d'utilisateurs pour le smartphone. Et on voit cette accélération de démocratisation de nouvelles technologies qui continue à accélérer au fur et à mesure des années et des technologies. Donc c'était vraiment aussi une opportunité de pouvoir réellement croire au fait que les talents partout dans le monde, même s'il y a des inégalités liées aux infrastructures, aux réseaux et aux accès au financement, il y avait une possibilité de vraiment de les aider et de pouvoir parler de technologie dans ces marchés-là, et donc un impact qui vraiment peut se faire à grande échelle. Et finalement, pas du tout quelque chose qui sortait des pays occidentaux comme beaucoup de gens pouvaient le croire, mais on voit toute une génération, ça commence vraiment avec la génération Y, et ça continue avec les prochaines générations de jeunes dans le monde entier, vraiment dans les 4 coins du monde, qui sont convaincus, ou en tout cas qui veulent s'attaquer à des nouveaux business models qui vont mettre de chaque côté le profit et l'impact. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a toujours des recherches académiques et des sociologues qui se posent la question si c'est la cause ou la conséquence des effets dramatiques aujourd'hui, qu'on le voit climatiques ou en termes d'inclusivité sociale. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté authentique de toute une génération mondiale qui veut travailler avec du sens et qui veut prendre en compte d'autres indicateurs que ceux qu'on a pu habituellement avoir au niveau financier pour parler de performance de boîte. Donc pour vous donner une idée un peu de ce qui nous a excité dans l'innovation qui pouvait se présenter dans ces marchés-là, quand on parle de ces fameux 85% de la population, ce qui nous a vachement intéressé dans les investissements qu'on a beaucoup fait ces derniers temps, c'était lié beaucoup à ce saut technologique qu'on pouvait voir dans ces marchés-là. Donc en anglais, on parle de leapfrogging, c'est quand on va sauter une technologie directement à la prochaine. C'est l'exemple le plus standard. Dans la majorité des continents, on a sauté la ligne fixe directement au téléphone portable. Et ça, dans ce saut technologie, souvent, on est beaucoup plus efficient et on est beaucoup plus durable. Donc, un des gros sauts qui a été très intéressant dans ces marchés, c'est celle du financement. Et comment on fait des transactions. Donc, en Europe, on a commencé historiquement pendant l'Empire romain avec les chèques. Après l'espèce, on est allé aux cartes bancaires. Et je me rappelle, il y a 10 ans, quand on est parti pour la première fois faire notre tour du monde pour rencontrer ces entrepreneurs, parce que maintenant, on est un peu plus ou moins exposé sur 90 marchés, on a réalisé que, par exemple, ça m'avait marqué au Kenya, on se retrouvait avec des gens, on voyait très bien qu'il y avait un niveau de literacy qui était très faible, mais par rapport à leur connaissance digitale et leur capacité d'utilisation de digital literacy était bien plus élevée que nous. Donc c'était l'époque où on était tellement heureux de pouvoir payer les TPG avec SMS, et eux, ils payaient déjà beaucoup de leurs services et produits à travers cette application M-Pesa. Aujourd'hui, maintenant, le PIB donc, du pays entier du Kenya est processé et transféré à travers cette application M-Pesa qui est menée par un opérateur téléphonique. Donc, on ne parle même pas d'une banque.
Donc, grâce, entre guillemets, à une legacy différente, donc un héritage non seulement culturel, mais d'habitudes de consommateurs différentes, grâce au fait qu'il n'y a pas le même pouvoir lobbying des grands qui monopolisent le marché et des gouvernements qui n'ont pas les mêmes coûts d'infrastructure, on retrouve souvent au niveau national vraiment une opportunité de lancer les prochaines innovations qui vont aussi se déployer de façon massive en Europe également. Donc là, voilà seulement le taux de pénétration des fintech, hein, donc toutes les boîtes tech autour des services financiers, et on voit qu'elle est bien plus élevée dans les pays émergents qu'en Europe, et cette tendance a continué à travers les différentes années. Et ça mène donc à de nouvelles industries, parce que grâce au paiement qui se fait par téléphone portable, qui a pu être démocratisé non seulement par l'industrie financière, mais par les telcos, par exemple, comme le Kenya, on a vu toute l'émergence du m-commerce. Donc, dans beaucoup de ces marchés-là, le retail, tout ce qui est les magasins sur place en physique, ne s'est pas très développé. Mais en termes d'm-commerce, la croissance exponentielle est bien supérieure à celle qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis. Il suffit de voir les chiffres des Black Friday ou ces autres indicateurs de vente pour voir effectivement la part de marché, comment elle est distribuée à travers les différents continents. Même chose avec comment on a électrifié nos villes. Au Nigeria, donc, quand on lançait notre premier incubateur, on avait encore la chance de pouvoir se payer un appartement qui était alimenté par un générateur de fuel. Mais vous pensez bien les inefficiences et entre guillemets la catastrophe écologique liée à ça. Et aujourd'hui, on investit, on soutient dans des boîtes qui font des systèmes de microgrid solutions, donc c'est des microgrids solaires décentralisés qui permettent d'alimenter suffisamment d'électricité pour une maison. Mais là, on remplace quelque chose d'encore plus catastrophique qui est la kérosine, qui est la première source d'énergie dans beaucoup de ces pays-là. Et de nouveau, on crée de nouveaux marchés d'innovation et d'opportunités pour des entrepreneurs, parce que de là, par exemple, au Bangladesh, il y a maintenant des plateformes où des micro-entrepreneurs peuvent maintenant produire et vendre leur propre énergie solaire. Et de là, on trouve plein d'autres applications et services qui s'organisent autour de ça et qui créent une économie plus forte. Et finalement, on parlait de drone avant, qui est une technologie un peu plus sexy, trendy. Également là, on retrouve ces plus grandes tendances tech dans les pays émergents. Ici, c'est une photo du président Kagame au Rwanda qui va changer les régulations aériennes et en discussion avec une boîte américaine, une start-up américaine qui va lancer son projet en Afrique en premier, parce qu'il y a une vraie collaboration qui se fait entre les instances publiques et privées, une opportunité de pouvoir déjà attaquer son service de distribution de drones dans un premier temps pour les hôpitaux et dans un deuxième temps pour pour plus le commerce en général, parce qu'il y a vraiment, on sait très bien que c'est une collaboration vraiment avec les différentes parties prenantes pour pouvoir scaler son projet pour qu'il y ait un réel impact. Et on voit ça de nouveau de plus en plus. Donc, on n'en est pas à investir au niveau de champs magnétiques qui ne vont pas disrupter la mécanique du montre à 250 000. Il y a d'autres problématiques sur lesquelles on s'attaque, mais c'est toujours intéressant de voir les parallèles et l'approche expérimentale, entre guillemets, qu'on doit aborder dans ces marchés-là. Donc Seedstars, comme on avait vite mentionné, on a deux activités. D'un côté, on investit, on a différents fonds d'investissement. Aujourd'hui, on a presque une centaine d'investissements, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'agriculture ou l'énergie, en Bolivie, en Nigeria comme en Birmanie. Et de l'autre côté, toutes ces centres de formation pour créer un peu la prochaine génération d'entrepreneurs, où effectivement, c'est un mélange de collaboration avec les institutions académiques, les gouvernements et toutes les différentes institutions publiques également qui font partie des financiers dans les pays émergents. Donc imaginez par exemple la Banque de développement suisse qui a également des projets et des intérêts de soutenir les entrepreneurs un peu partout dans le monde.
Ça, c'était un de nos gagnants. Donc, en parlant des différentes boîtes, comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment les institutions publiques et privées. Pour nous, ce qui a été très difficile, c'est toujours une question ouverte, et j'imagine ça l'est aussi ici à l'école, c'est comment est-ce qu'on peut mieux définir la collaboration win-win. Alors, la nôtre, elle se fait plus souvent entre corporate et start-up, ou agences de développement, ou institutions académiques et start-up, parce qu'on essaye vraiment de les connecter avec les entrepreneurs. Et on a ce fameux dilemme entre guillemets le dinosaure qui vient avec la lourdeur de l'historique, de la culture, de l'ADN, de la compliance, de la bureaucratie d'une boîte installée, et presque la naïveté d'une projection très lointaine de ce que pourrait être le succès d'une start-up qu'on appelle, dans le jargon de l'écosystème des start-up, la future licorne. Et donc, c'est de définir comment est-ce que cette collaboration peut se faire. On a échoué plein de fois, on retourne vraiment à l'essentiel de ce que fonctionne bien dans une collaboration, c'est quand on sait réellement quels sont les assets de chaque partie et qui met quoi sur la table. Et je trouve que les petites capsules qu'on a écoutées auparavant expriment ça très bien. C'était très clair dès le départ qui apportait quoi sur la table et quel était l'horizon de temps pour pouvoir définir quel est réellement l'impact positif, le retour sur investissement sur une telle type de collaboration. Et c'est ce qu'on a fait depuis ces dernières années un peu partout dans le monde, que ça soit avec Enel en Afrique pour essayer de comprendre quels seraient les futurs investissements énergétiques qu'ils aimeraient faire, ou que ça soit avec des gouvernements pour mieux comprendre comment on peut augmenter la croissance d'emplois dans différentes villes en Colombie ou au Cambodge. Et donc là, c'est un mapping des différents types de programmes de formation qu'on inclut pour essayer d'optimiser ces types de collaboration. Mais en faisant tout ça, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on a dû, et on l'a vu dans une des capsules, un peu repenser notre organisation de façon beaucoup plus agile. Parce que dans cette approche expérimentale, on devait nous-mêmes, en tant que talent, mais aussi en tant qu'investisseurs qui regardaient les différentes opportunités d'investissement, agir de façon beaucoup plus agile, surtout dans ce contexte où le futur est de plus en plus incertain. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait rien. Donc 65% des enfants occuperont des emplois qui n'existent pas encore. Et d'après le World Economic Forum, les jobs qui sont de plus en plus en demande sont un peu ce qu'on a vu dans les capsules où on regarde le data analyst, le robotic engineering, et on va réduire tous les jobs opérationnels qu'on espère en temps voulu vont être repris par la robotisation. Et dans cette transition-là, comme on le sait avec la globalisation, ça sera avec une main-d'œuvre plus chère. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? Quels sont les skills soft? Et en fait, ce qu'on réalise, c'est surtout soft et très peu hard. Alors, je ne parle pas de toute industrie. Je pense qu'on préfère que notre médecin ne fasse pas une approche expérimentale totale sur toute intervention. Mais on réalise qu'on se retrouve vraiment sur une approche on veut des talents qui ont une capacité de résoudre des problèmes extrêmement complexes, qui soient à l'aise et authentiques pour apporter une certaine créativité sur le moment, qu'ils ont une capacité analytique et critique extrêmement forte parce qu'on va être dans un néant d'informations. Ils vont devoir pouvoir calculer avec un pourcentage d'informations cohérentes beaucoup plus faible que ce qu'on a eu dans le passé. Et donc tous ces éléments-là nous ont permis aussi de réorganiser notre propre organisation et comment on regarde les organisations dans lesquelles on investit. Et je voulais vous partager quelques valeurs chez SeedStart pour vous donner un peu l'exemple de comment on essaye de créer un esprit intrapreneur au sein de notre organisation. C'est pas très élégant, get shit done, mais un des frameworks qui a le plus marché pour nous est assez simple, c'est le Eisenhower Matrix. Et c'est juste constamment et de façon fréquente décomposer quelles sont les priorités réellement, et on utilise différentes méthodologies pour ça. On s'est beaucoup inspiré de boîtes comme Google ou Spotify, mais il y a les Objective Key Results, c'est ces différents frameworks qui nous permettent vraiment de comprendre comment on arrive sous l'urgence, qui semblerait être le quotidien de demain,
garder les priorités justes et surtout attribuer suffisamment de temps et de ressources pour tout ce qui est urgent, mais pas encore, tout ce qui est important, mais pas encore urgent. Rester en dehors de sa zone de confort, parce que si on doit réellement avoir une équipe plus agile et créative, on doit trouver un moyen pour qu'il soit confortable avec l'inconfort, qui est très difficile à mettre en œuvre, mais chez nous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais rester dans une position très longtemps, ils doivent se réinventer au sein de l'organisation et ils doivent eux-mêmes se retrouver dans une certaine autonomie qui les oblige à se sentir suffisamment inconfortables et que la fréquence soit suffisante pour que ça devienne quelque chose d'assez confortable. Donc, on a pu, nous aussi, le tester avec la pandémie. On a eu la chance que déjà, on était une organisation 100% virtuelle, quelque part. Mais de là, on a pu aussi tester la résilience et leur capacité de rester confortable dans l'inconfort et d'agir dans l'inconfort. Et donc, ça s'aligne vraiment avec la prochaine valeur de Independently Together. Donc, il y a beaucoup de théories et j'en suis sûre que votre professeur a beaucoup plus de recherche derrière tout ça, mais c'est vraiment ce teal organization, et il y a plein d'autres termes autour de ça, mais de trouver un alignement qui se retrouve à travers les valeurs, qui se retrouve à travers les objectifs, qui se retrouve à travers la mission de la boîte, mais après une totale autonomie pour que les problèmes peuvent être aperçus par les talents et donc résolus par les talents et non par une hiérarchie qui est de toute façon, surtout dans notre domaine d'investissement dans la tech et de formation d'entrepreneurs, beaucoup trop lente pour qu'on puisse opérer de façon efficace sur les marchés. Et un autre valeur, c'était Hack the System. Donc, on le voyait un peu aussi dans une des capsules. C'est vraiment cette approche expérimentale qui vient du milieu de recherche et développement. C'est la majorité de tout ce qu'on fait, c'est un échec. Et donc, c'est juste de façon intelligente trouver une méthodologie où on peut cadrer avec une énorme part de l'information qui est inconnue, mais cadrer pour pouvoir apprendre de nos erreurs. Dans le milieu tech, ça se fait assez bien dans toutes les boîtes software parce qu'on arrive à paramétrer assez bien toutes les données et les indicateurs pour vraiment voir si on a une réussite plus ou moins forte sur comment notre produit se vend online ou comment l'utilisateur utilise le produit online, et ça devient beaucoup plus compliqué quand on est dans ce mélange offline-online. Mais c'est toujours cette approche, ce processus qui ne doit pas changer, parce que si on veut réinventer une industrie, on doit changer les règles du jeu. Et en faisant ça, on doit trouver d'autres méthodes, d'autres façons pour le fameux « think outside the box ». Et là, oui, c'était juste un petit exemple pour vous donner. Je pense que tout le monde connaît Airbnb, une des plus belles réussites ces dernières années, qui est l'hébergement entre particuliers. Et l'histoire drôle, c'est que les fondateurs, ils se sont retrouvés avec plus de cash. À l'époque, ils avaient plutôt un concept de bed and breakfast. Et donc, ils ont décidé, pour un peu hack the system et trouver les 20 000 qui leur manquaient pour durer 6 mois et rentrer dans un programme d'accélération qui leur a permis de lever leur premier million, de lancer des boîtes de céréales à $100 qui leur a permis à en vendre, ils en ont vendu plusieurs centaines et qui a fait la différence du cash. Et c'était pendant la campagne électorale et ça a eu son succès. Dernière valeur, in experiment we trust. Comme j'ai dit, si on ne peut pas le mesurer, ça va être difficile de manager non seulement son équipe, même si tout le monde veut le donut parfait, on peut déjà commencer avec un simple donut pour avoir plus d'informations sur le marché. Il ne faut pas oublier que c'était les premières pages de Facebook et Twitter, donc on peut optimiser au fur et à mesure avec sa clientèle. Et surtout, maintenant que je suis devenue maman, c'est flagrant à quel point ça fait partie intrinsèque de l'humain. Donc, on ne sait pas apprendre autrement que par l'expérience d'échecs cumulés et de les absorber pour pouvoir devenir performant sur un skill, sur une expertise ou sur un savoir-faire. Donc, je voulais juste terminer avec cette citation de J.K. Rowling, qui est l'auteur des Harry Potters. Et je trouve que c'est la personne qui a le mieux défini la définition de l'échec.
Il est impossible de vivre sans ne jamais échouer, sauf si tu fais tellement attention que tu ne vis pas du tout. Dans ce cas, tu échoues par défaut. Merci beaucoup. Venez seulement vous installer avec nous. Pas mal de questions sur le chat pour vous, Alizée, puis j'imagine aussi des questions dans la salle. Merci beaucoup. Une question de fans, parce qu'il y a des questions un peu... manifestement, vous avez convaincu l'audience. Alors, il y avait par exemple, quelles ont été, selon vous, les principales conditions pour un tel succès? Il faut définir succès, mais les conditions d'un principal succès au sens de nos investissements. Sûrement, oui, oui. Alors, c'est pas moi qui pose la question, là, donc je le lis. À vous d'interpréter. Alors, il y a beaucoup de facteurs, mais je pense pour nous, maintenant qu'on arrive à 10 ans de vie de notre expérience, et on a l'impression que ça va nous prendre notre vie entière pour réussir ce qu'on veut faire, c'est que... Et je regarde ça quand j'analyse des boîtes ou des équipes, c'est qu'on est plus ou moins les mêmes fondateurs 10 ans après. Et je trouve que, en fait, ce socle de ce core team est tellement important pour le succès parce que on aurait, même si la mission était assez claire et on a dû, au bout de 3-4 ans, commencer à l'écrire parce qu'il y avait trop de gens pour l'interpréter, c'est le fait qu'on a tellement évolué, on a tellement changé, on a tellement fait de choses fausses. La chose qui fait qu'on dure et qu'on se sent avec une certaine réussite, c'est qu'on est la même équipe. Martha, une question pour Alizée avant de retomber sur le chat et de prendre des questions dans la salle. Oui, une question. J'étais très intéressée par cette idée d'échec, parce qu'il me semble que le risque, c'est quelque chose qu'on veut de moins en moins maintenant. Quand je regarde le controlling que nous avons pour nos projets de recherche et développement, les rapports, les analyses de risques, les plans de mitigation qu'on doit soumettre, comment vous voyez ça aussi? Pour moi, il faut différencier parce qu'il y a beaucoup de process qui permettent de mieux analyser, de mieux apprendre de ces échecs. Et ça, je trouve génial. Et au contraire, je pousse parce qu'il faut vraiment, on a un manque de données et on sait que les données, c'est l'asset le plus important d'aujourd'hui, de demain. Mais je suis d'accord, il y a un sentiment parfois, et surtout en Suisse, on reste assez conservateur sur l'échec par rapport à certaines villes dans le monde. Mais qu'on le veuille ou pas, je pense qu'on va être obligé à être à l'aise parce qu'on fonctionne et on opère dans un monde tellement incertain pour la majorité des industries. Il va être difficile de ne pas se lancer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va cannibaliser notre activité d'aujourd'hui pour demain. Une question du chat. Quelles sont vos règles managériales pour coordonner toutes ces activités? Quelqu'un qui est manifestement impressionné comme nous de la multitude d'activités. Ouais. Donc on avait un partenariat de base, on était 4, très suisse, très consensuel, ça marchait très bien. Ce qu'on a essayé réellement de faire, de par notre obstacle de travailler avec des gens partout dans le monde dès le premier jour, on a été obligé d'investir, je trouve, beaucoup plus tôt que la majorité des jeunes startups dans la culture. Donc, on a vachement investi de temps sur les valeurs, la mission, quel est l'encadrement qu'on veut mettre, parce qu'on ne sera jamais en tête-à-tête avec ces personnes-là. Et on s'est toujours dit que Seedstars devait être plus grande qu'une personne. Donc, pour nous, les règles managériales, si on réussit, ça sera à travers notre capacité de créer cette culture tellement forte. Et j'avais lu, parce qu'on se renseignait sur comment mettre en place nos valeurs, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui les détestent. Ça veut dire qu'on est suffisamment unique. Parce qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. On ne veut pas être just another company avec plein de valeurs. On va être suffisamment unique pour cette culture. Elle s'impose et elle s'installe et elle s'inscrit dans les valeurs propres de chaque talent chez Seedstars. Donc le conseil pour bien définir les valeurs, il faut qu'on trouve suffisamment de personnes pour les détester dans le monde. Voilà. Ça peut être un indicateur. Sinon, c'est que c'est bateau, c'est ça? Exactement. Ouais.
Bon, alors, il y a beaucoup de questions, je disais un peu de fans, mais alors d'où vous trouvez toute cette énergie? Avez-vous pu prendre des vacances ces 10 dernières années? Manifestement, vous impressionnez aussi de par cette stature de la PDG qui fait plein de choses, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un peu une image aussi obligée dans ce milieu-là de dire que oui, on dort très peu, qu'on travaille énormément, etc. Oui, c'est malheureux parce que surtout en tant que femme, où je vois parfois des femmes après qui disent « Ah, voilà, vous êtes enceinte sur scène, alors moi… » c'est complètement romantisé. La plupart des journées, je suis heavily sleep deprived. J'ai besoin de 8 heures de sommeil. J'ai jamais compris les gens qui fonctionnaient avec 4 heures. J'arrive pas très bien à les avoir. J'aimerais trop boire un green smoothie, être super énergétique 10 heures d'affilée, mais je mange ce qu'il y a dans le placard. Donc non, il y a rien de… C'est très complexe, c'est très compliqué. J'ai juste eu une chance de pouvoir très tôt avoir quelque chose de très clair en moi qui était, il faut que maintenant c'est moi qui décide mes journées. Il y a quelque chose de très énergisant quand on sait que même si c'est une journée ennuyeuse, compliquée, difficile, mal foutue et pas performante, elle tient qu'à moi. Et ça a été… et aujourd'hui, c'est cette liberté-là que je ne veux pas perdre. Très bien. Une question dans la salle, peut-être pour Alizé. Il y aura l'occasion sûrement d'écouter une ou deux questions. Ouais, on vous apporte le micro. Très bien. Peut-être votre nom et votre question. Pierre Denis, j'ai une question. Vous avez commencé en disant que vous aviez arrêté votre boulot de make-up pour trouver quelque chose de plus éthique et puis démarrer votre aventure. Est-ce que dans votre parcours, vous avez eu des problèmes éthiques après? Est-ce que vous avez rencontré des choses, vous dites ça je vais pas, ça je fais pas? Très compliqué parce que plus on se salit les mains dans le sens où plus on va sur le terrain, plus on essaye de comprendre les problématiques, plus on réalise que tout n'est pas du tout noir et blanc. Et donc l'éthique s'installe sur une certaine subjectivité et un pragmatisme pour pouvoir aboutir à nos besoins. Aujourd'hui, on n'a pas eu à voir face à de gros problèmes de corruption parce qu'on opère dans des marchés où ils sont connus pour ça. Mais j'ai clairement, pour passer au Nigeria, pour passer des grandes rues, j'ai payé la police parce qu'ils me bloquaient un feu rouge pendant 3 heures. Donc, alors que je sais que j'ai des amis qui ont, depuis la Suisse, une éthique « I will never pay a bribe ». Donc là, je l'ai déjà… C'était très simple en Suisse de le dire. C'était très difficile de l'appliquer si je voulais sincèrement être dans ce pays et opérer, essayer de comprendre les dysfonctionnalités. On en a eu d'autres parce que on opère dans des pays où politiquement c'est sensible, où il y a des mots qui peuvent être dits et pas dits, et donc on se dit est-ce qu'on peut être partie prenante ou pas? Le choix qu'on a fait, c'est de prendre le drapeau suisse et d'imposer une neutralité, parce qu'on s'était toujours prioritisé que c'était l'entrepreneur qui devait bénéficier de ça. Donc si notre non-activité sur place imposait qu'on allait heurter de façon négative l'entrepreneur, ben ça allait contre notre problématique. Mais après, j'ai des problèmes éthiques, moraux, juste comment je gère mes talents, les biais qu'on a retrouvés face à des talents hommes-femmes. Moi, femme, j'ai rencontré tellement de problématiques d'un bien conscient que j'avais moi-même sur comment gérer nos talents. Donc, on essaye d'être très honnête, transparent. On part du principe qu'on va faire pas mal d'erreurs, mais qu'il faut own up et qu'on va essayer de, au fur et à mesure, résoudre et participer à régler ces problèmes-là. Mais vraiment que ça soit des actions les plus simples managériales à ces grosses problématiques éthiques entre nations qui peuvent avoir un risque réputationnel, on essaye d'aborder ça de la même façon. Avant de prendre une dernière question dans la salle, une question sur les échecs, il y en a une ou deux dans le chat. Comment vous faites pour positiver vos échecs? Possible de donner un mode d'emploi? Parce que c'est vrai que souvent on dit prenez bien vos échecs, Ouais. mais bon, facile à dire. Par quoi on commence pour prendre bien un échec? Alors, je pense qu'il y a un côté de tempérament, je ne supporte pas l'échec. Donc, par tempérament, je pense il y a trop de bagages que je dois décomposer pour arriver là à dire je prends un recul immédiat, je comprends tout de suite les leçons et j'avance. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas très douée.
C'est là où moi, je dois faire le plus de travail. Et je pense qu'il faut connaître son tempérament et de la réagir. Donc maintenant, on se met en place des mécanismes. L'habitude, elle s'installe. Hein. Comme je disais, il faut une certaine fréquence d'échecs pour commencer à avoir un certain confort. C'est pour ça que j'ai toujours été impressionnée par nos talents qui étaient des athlètes à haut niveau dans leur jeunesse, parce qu'ils ont créé une résilience physique et mentale à l'échec qu'on voit qui s'exprime tout de suite. Donc pour moi, je suis convaincue néanmoins que c'est un muscle qui peut être... Positiver l'échec, c'est un muscle. Oui, ouais. Absolument. Ouais. Mais c'est plus ou moins dur pour des gens, et je pense qu'il y a un spectre où... Moi, je pense que je vais plafonner à un moment, alors qu'il y a d'autres talents qui peuvent complètement, à tout moment, prendre le recul total. Une dernière question dans la salle pour Alizé de Tonac. Oui. Ah, désolé. Si on a le temps, on prendra aussi votre question. Bonsoir, Cédric Junillon. À l'école, on a un cours qui s'appelle International Innovation Management qui vise à donner les clés de l'innovation et de l'entrepreneuriat à nos étudiants, leur donner un peu le goût aussi de se lancer et d'oser prendre des risques, ce qui n'est pas forcément très suisse. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se tourner vers les USA. Mais moi, je suis sûr que vous aurez des super opportunités pour nous mettre en réseau avec des gens qui ont mis beaucoup d'énergie et aussi pris énormément de risques dans des situations plus difficiles. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites volontiers, de mettre en avant ces gens qui vous ont épaté en partant de situations vraiment très compliquées, leur donner une grande visibilité? Oui, c'était avant tout un des premiers piliers de SeedStars. Pendant 8 ans, on a opéré qui est devenu la plus grande compétition de start-up. En fait, pour rendre le job, vraiment le job de rêve, quand on a lancé SeedStars, je suis partie en 2013 faire un tour du monde pendant 1 an et ça nous a permis de lancer la première compétition de start-up dans 20 pays. Et maintenant, avant le Covid, on était dans 100 pays. On voyageait dans chaque pays pour l'organiser. Et ça avait exactement pour objectif de put them on a map. Parce que personne n'était au courant de ces innovations, de ces talents. Quand on parlait d'un pays, ils avaient tout de suite un peu les stéréotypes, des histoires de ce qu'ils pouvaient voir dans les médias. Ils n'avaient pas du tout en tête les talents et les opportunités et bien évidemment les challenges qui vont avec. Donc ça a toujours été vraiment une de nos priorités. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire sur, je ne sais pas si c'est le bon terme, évangélisation, ou genre ambassadeur de ce qui se passe dans ces marchés-là. Merci beaucoup, Alizé de Tonac. Merci à vous pour vos questions. On arrive au bout de ce live. Ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous souhaitez retourner dans les chatrooms, les Teams, parce que vous avez encore des questions à poser au sujet des projets qu'on a vus tout à l'heure, vous pouvez le faire. Il y a encore les équipes qui y sont. Et puis, Martha, il y a toute une liste de remerciements. Il y a des gens qu'il faut remercier quand même pour ce soir. Tout à fait. Alors, je suis là. Tout à fait. J'aimerais remercier surtout, pour commencer, Alizé de Tonac d'avoir toujours été prête à venir en présentiel, même quand on était au fond du déprime pour ce projet. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu en personne. Et j'aimerais remercier beaucoup le service de communication, Patricia, Eve, Anna-Rita, Sarah, qui se sont donnés à fond pour monter cet événement. Et j'aimerais remercier aussi tout le monde qui est venu en présentiel et aussi à distance pour participer à l'événement. Merci, bravo. Bravo, on a eu du plaisir, on a appris plein de choses, c'était particulièrement concret. Hein. C'est parfois difficile dans ces événements de hautes écoles et d'universités d'avoir des histoires concrètes et vous avez fait que ça ce soir, nous donner du concret, donc c'était passionnant. Merci et bravo. Merci de nous avoir suivis durant ces 2 heures et passez une bonne soirée. Et n'hésitez pas d'aller dans les Teams si vous avez encore des questions. Bonne soirée.